À l'enterrement de ma femme, j'ai entendu mon fils adoptif chuchoter, le vieux est la prochaine étape. Si cette histoire vous touche au cœur, si elle éveille en vous une curiosité ardente et des émotions profondes, astérisque, s'il vous plaît, laissez votre like maintenant. Astérisque, ce simple geste est le carburant qui alimente notre passion pour créer des contenus de plus en plus riches et captivants. Et n'oubliez pas de partager vos premières impressions dans les commentaires, votre opinion est un trésor qui nous guide vers les prochaines grandes créations. L'odeur des lys blancs et de la terre humide montait à mes narines, mélangée au parfum âcre des feuilles d'automne mouillées. C'était une journée froide et morne près de Lyon, une journée qui se graverait à jamais dans ma mémoire. La petite assemblée de deuil se tenait silencieusement autour de la fosse ouverte, les visages marqués par les larmes, les yeux fixés sur le cercueil qui allait bientôt glisser dans les profondeurs. Marguerite. Ma Marguerite. Mon épouse depuis plus de 42 ans, mon roc, ma confidente, mon foyer. Elle gisait là, immobile et silencieuse, et le vide qu'elle laissait était un cri assourdissant dans mon âme. Je suis Pierre, 71 ans, et ce jour-là, je me sentais centenaire. Chaque battement de cœur faisait mal, chaque respiration était un supplice, et mes mains, qui avaient travaillé toute une vie, tremblaient de façon incontrôlable. Les mots du prêtre ne m'atteignaient que de façon étouffée, un bourdonnement lointain qui traversait le brouillard de ma douleur. Mon regard parcourait les visages des quelques amis qui nous étaient restés fidèles au fil des années, la compassion dans leurs yeux que je pouvais à peine supporter. Puis mon regard se posa sur mon fils adoptif, Julien, qui se tenait à côté de sa femme Céline. Julien, mon fils unique, toute ma fierté, pour qui Marguerite et moi avions tant travaillé. Nous l'avions adopté quand il avait 8 ans, un petit garçon abandonné que nous avions accueilli avec tout notre amour. Je m'étais usé les mains à travailler pour lui permettre de faire des études, pour lui offrir une vie meilleure que celle que nous avions eue. Chaque franc, puis chaque euro que nous économisions était pour lui. Marguerite avait travaillé comme institutrice le jour et donnait des cours particuliers le soir pour gagner un revenu supplémentaire. La petite maison que nous nous étions construite avec peine, les voyages que nous ne nous accordions jamais, tout était le résultat de notre travail acharné, honnête, de nos sacrifices et de notre amour immense pour lui. Mes yeux étaient gonflés et voilés par les innombrables larmes des derniers jours. Le monde semblait se dissoudre dans un voile de douleur. C'était un moment de chagrin profond et écrasant. Et puis je l'ai entendu. Un chuchotement, si faible qu'il aurait pu se perdre dans le vent, mais pour moi c'était un coup de tonnerre. Il venait de Julien, directement adressé à Céline, pendant que le cercueil de ma bien-aimée Marguerite descendait lentement et inexorablement dans la terre. Le vieux est la prochaine étape. Les mots tombèrent comme des gouttes glacées sur la plaie brûlante de ma douleur. À cet instant, le brouillard se dissipa brusquement, et une clarté aiguë et impitoyable me traversa. Aucune trace de chagrin dans sa voix, aucune douleur, aucun souci pour moi, son père, qui venait de perdre sa compagne de vie. Seulement une indifférence froide et calculatrice. Le vieux. Moi, qui avais trimé toute ma vie pour lui, je n'étais plus qu'une tâche fastidieuse, un obstacle à éliminer. Ce chuchotement était un coup plus dur que toute violence physique. C'était la trahison dans sa forme la plus pure et la plus cruelle. Le chagrin qui m'avait presque étouffé se transforma en une colère ardente qui commença à pulser lentement dans mes veines. Je regardais Julien, debout là, apparemment affecté, la tête baissée, mais je savais maintenant mieux. La douleur de la déception était insupportable. Je me détournai, ne pouvant plus supporter leur vue. L'image que j'avais de ma famille se brisa en 1000 morceaux. J'étais engourdi, non plus par la douleur de la perte, mais par la réalité froide de l'avidité qui se cachait sous la surface. Ils n'en voulaient qu'à l'héritage. La maison. L'argent. Les économies. Et moi, je n'étais qu'un détail gênant dans leur plan. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Marguerite et moi, dans les conversations silencieuses et sérieuses des derniers mois, avions exactement craint cela. Et nous avions un plan. Les semaines qui suivirent les funérailles de Marguerite furent un supplice. Chaque jour était un combat contre le vide dans mon cœur et la colère montante que je cherchais à contrôler. Julien et Céline me rendaient visite régulièrement, mais leur visite ne ressemblait pas à du réconfort, plutôt à une inspection. Ils parlaient de réorganisation, de projet d'avenir, pendant que leur regard parcourait ma maison, examinant les meubles qui s'y trouvaient depuis des décennies. « Papa, tu devrais vraiment penser à un appartement plus petit »
dit Céline un après-midi, en examinant d'un œil critique l'horloge ancienne que Marguerite avait tant aimée. Cette grande maison, c'est beaucoup trop pour toi tout seul. Oui, et les coûts d'entretien, ajouta Julien, ses yeux brillant étrangement. Cet argent, tu pourrais bien mieux l'investir. Je sentais leur impatience, leur attente sous-jacente que je devienne bientôt faible et que je leur laisse tout. Ils pensaient que j'étais fragile, un vieil homme qui ne passait ses journées qu'à pleurer. Ils ne voyaient pas que mes yeux enregistraient tout, que mon esprit était plus aiguisé que jamais. Nous nous inquiétons vraiment pour toi, dit Julien avec une préoccupation feinte. Peut-être devrions-nous régler bientôt les affaires de succession. Tu sais comme ces choses peuvent devenir compliquées. Oui, approuva Céline, nous voulons juste t'aider, papa Pierre. Tu ne devrais pas avoir à te préoccuper de ces choses. Mais je savais ce que cela signifiait, ils voulaient le contrôle. Les proches s'inquiétaient, leurs appels étaient pleins de compassion, mais eux non plus ne pouvaient pas alléger le fardeau de ma solitude. Marguerite avait laissé un grand trou dans ma vie, mais ce trou se remplissait lentement d'une détermination glaciale. Les nuits étaient les pires. Je restais éveillé, fixant le plafond, et le chuchotement de mon fils résonnait dans ma tête. Le vieux. La froideur de ses mots était un compagnon constant. Mais dans ces heures sombres, les paroles de Marguerite revenaient aussi, sa voix d'avertissement qui m'avait poussé à prendre des précautions. Il n'est pas comme toi, Pierre, disait-elle souvent quand nous parlions de Julien. Il n'a pas appris à apprécier la valeur du travail. Il ne voit que le résultat, pas le chemin pour y arriver. J'avais toujours écarté cela, l'interprétant comme une inquiétude maternelle, mais maintenant je voyais la vérité. La clairvoyance de Marguerite était notre plus grand héritage. Et je n'allais pas le laisser inutiliser. Un soir, alors que Julien et Céline étaient encore en visite, je les entendis chuchoter dans le couloir pendant que je faisais semblant de préparer du café dans la cuisine. La voix de Céline était basse mais tranchante, nous devons enfin trouver le testament, Julien. Ton père ne va pas vivre éternellement comme ça. Je sais, répondit Julien avec agacement. J'ai déjà cherché partout. Il doit l'avoir bien caché. Peut-être devrions-nous faire appel à une aide professionnelle. Que veux-tu dire par là? Eh bien, s'il était incapable, nous pourrions demander la tutelle. Alors nous aurions accès à tout. Mon cœur se serra. Il ne cherchait pas seulement le testament. Il prévoyait déjà de me faire déclarer incapable. Ces mots étaient une gifle, mais aussi une étincelle qui attisait encore plus le feu de ma détermination. Je fis semblant de n'avoir rien entendu, servis le café et écoutai leurs phrases vides de condoléances pendant que je bouillais intérieurement de rage. Le lendemain, je commençai à rassembler les indices que Marguerite m'avait laissés. Elle avait été une femme incroyablement organisée, et dans les derniers mois, elle avait méticuleusement discuté avec moi de chaque étape de notre plan. Elle avait anticipé non seulement sa mort, mais aussi la réaction de notre famille. Son dernier héritage n'était pas un testament traditionnel qu'on pourrait trouver dans un tiroir. C'était un réseau complexe de documents, numériques et physiques, dispersés et ne pouvant être déchiffrés que par un système d'indices que moi seul connaissais. Sa prévoyance était effrayante et en même temps une confirmation profonde de son amour pour moi. Je me souvenais de notre dernière conversation à l'hôpital, sa voix faible qui me donnait les dernières instructions. Souviens-toi de l'arbre, Pierre. Et de la date. Le 15 octobre. Elle avait fermé les yeux, épuisée, mais un sourire se dessinait sur ses lèvres. Un sourire qui était maintenant devenu ma boussole. Ma première tâche était de trouver l'arbre dont Marguerite avait parlé. Ce n'était pas facile. Marguerite avait une prédilection pour les vieux arbres, et nous en avions visité d'innombrables au cours de notre vie commune. Mais alors je me souvins de notre anniversaire, le 15 octobre. Chaque anniversaire, nous le passions sous un arbre particulier dans le parc de la Tête d'Or à Lyon, un vieux chêne dont les feuilles brillaient des plus belles couleurs en automne. Je me rendis au parc de la Tête d'Or, mon cœur battant plus vite que d'habitude. Je trouvai notre chêne, et à sa racine, à peine visible sous la mousse et la terre, je découvris une petite capsule étanche. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB et une lettre manuscrite de Marguerite. Mes mains tremblaient en lisant la lettre. Mon cher Pierre, si tu lis ces lignes, je ne suis plus avec toi, mais mon amour t'accompagnera toujours. J'ai vu les signes, l'avidité dans les yeux de Julien, l'influence de Céline sur lui.
Ils n'attendent que notre disparition à tous les deux. Mais je ne permettrai pas qu'ils profitent de toi. Sur la clé USB, tu trouveras tout ce dont tu as besoin. Fais confiance à Maître Dubois, il t'aidera. Je t'aime pour toujours. Ta Marguerite. Le chagrin de sa perte fut momentanément remplacé par une profonde gratitude. Marguerite n'avait pas seulement été mon épouse, elle avait été ma meilleure amie, ma confidente et ma protectrice. Elle avait pensé à moi jusqu'à la fin. La clé USB contenait une ventilation détaillée de nos finances, immobilier, compte bancaire, portefeuille d'actions, tout ce que Julien et Céline voulaient s'approprier. Mais elle contenait aussi plus, des virements cachés, des demandes de crédit douteuses que Julien avait faites en mon nom, et même des conversations téléphoniques enregistrées que Marguerite avait documentées avec une application spéciale. Ma femme avait prévu que Julien et Céline tenteraient de manipuler ou de détourner nos économies avant même d'y avoir légalement accès. C'était effrayant de voir à quel point son plan était détaillé, et comme ses prédictions s'avéraient exactes. Les semaines suivantes, je me consacrais à l'étude des informations. Marguerite avait tout documenté méticuleusement, chaque transaction, chaque action suspecte. Il y avait des tableaux Excel avec date et heure des virements qui avaient été redirigés d'un compte à mon nom vers un compte offshore anonyme au Panama. Des captures d'écran de chat WhatsApp où Julien et Céline discutaient de ma prétendue santé mentale déclinante. Dans un chat, Céline écrivait « Le vieux devient de plus en plus confus. Hier, il a oublié où il avait mis ses lunettes. » Julien répondait « Parfait. Nous pouvons utiliser ça. Docteur. Martin nous confirmera qu'il n'est plus capable de gérer ses affaires. » L'abomination de leurs actes me serrait la gorge. Ils n'avaient pas seulement attendu ma mort, ils avaient déjà essayé de s'enrichir de mon vivant à mes dépens. Marguerite avait même installé une petite caméra dans le salon qui ne s'activait que lorsque des mouvements étaient détectés et que je n'étais pas à la maison. Sur l'un des enregistrements, je vis Céline fouiller secrètement dans mon bureau à la recherche de papiers et Julien essayer de déverrouiller mon ordinateur. Ça doit être quelque part ici, j'entendis Céline dire sur l'enregistrement. Le testament ne peut pas avoir simplement disparu. Peut-être qu'il l'a mis dans un coffre-fort à la banque, répondit Julien. Nous devons découvrir dans quelle banque. La vue de ces traîtres dans ma propre maison, tentant de détruire ma vie, me faisait infiniment mal. Je reconnaissais le calcul froid dans leurs yeux, leur avidité qui ne connaissait aucune limite. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était le manque de respect flagrant qui me blessait le plus. Ils ne me voyaient pas comme leur père, pas comme un être humain, mais comme une source d'argent à exploiter. Je sentais ma douleur se transformer lentement en une détermination de fer. Ce n'était pas de la vengeance au sens traditionnel que je cherchais, mais la justice. Une justice que Marguerite aurait voulu pour nous deux. L'étape suivante était cruciale, je devais trouver un avocat en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Marguerite m'avait donné un nom dans sa lettre, Maître Élise Dubois, spécialiste en droit successoral et droit pénal des affaires à Lyon. Je pris rendez-vous, et quand j'entrai dans son cabinet, je ressentis immédiatement une aura de confiance et de professionnalisme. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, avec un regard perçant et une présence calme. « Monsieur Moreau, dit-elle après que je lui eus raconté toute mon histoire, c'est l'un des cas les plus audacieux de captation d'héritage et de fraude que j'ai jamais entendu. Mais votre épouse vous a donné un outil puissant. Avec ces preuves, nous avons de très bonnes cartes. » Ces mots étaient un baume pour mon âme meurtrie. Enfin quelqu'un qui me prenait au sérieux, qui comprenait ma situation et m'aidait. « Que proposez-vous » demandai-je. « D'abord, nous rassemblons d'autres preuves. Ensuite, nous les attirons dans un piège, nous les amenons à montrer ouvertement leur avidité. Et enfin, nous frappons avec toute la rigueur de la loi. » Maître Dubois m'expliqua les différentes démarches juridiques, la possibilité d'une plainte pour abus de confiance, escroquerie et même tentative de tromperie malicieuse. Elle souligna que le processus pourrait être long et émotionnellement éprouvant, mais j'étais prêt. Je n'ai plus rien à perdre, dis-je, sauf ma dignité. Maître Dubois proposa de faire appel à un détective privé pour continuer à observer Julien et Céline. Elle connaissait un homme fiable, Monsieur Rousseau, qui travaillait discrètement et efficacement. Monsieur Rousseau commença son travail. Il surveilla leurs appels téléphoniques légalement, puisque j'avais donné mon autorisation en tant que victime et installa un petit micro dans le bureau de Julien.
Ce que nous découvrîmes était encore plus choquant que ce que j'avais imaginé. Il n'avait pas seulement essayé de manipuler mon héritage, mais Julien avait aussi accumulé des dettes de jeu qu'il voulait secrètement éponger avec mon argent. Céline, de son côté, avait développé une addiction coûteuse au shopping qu'elle essayait de financer en vendant de prétendus vieux objets de famille, des objets qui ne lui appartenaient même pas. Dans une conversation téléphonique interceptée, j'entendis Julien dire « J'ai besoin des 80 000 € d'ici demain, sinon ils vont me casser les jambes. » Le vieux a assez d'argent, il ne s'en apercevra même pas. Il parlait ouvertement de comment me faire déclarer incapable et me placer dans une maison de retraite dès qu'ils auraient accès au patrimoine. Le vieux ne fera que nous gêner, avait dit Céline dans une conversation interceptée avec une amie. Il n'a plus besoin que de sa télévision et de quelques purées. Nous pouvons bien mieux utiliser cet argent. La froideur et l'indifférence dans sa voix étaient à peine supportables. Il prévoyait de vendre ma maison, mon foyer, et de dilapider l'argent. En même temps, ils avaient déjà demandé un prêt à une banque en mon nom en falsifiant des documents. Maître Dubois était consterné par l'ampleur de leur machination. Monsieur Moreau, ce n'est pas seulement de l'avidité, c'est pathologique. Mais cela joue en notre faveur. Les preuves sont accablantes. Avec les preuves rassemblées, nous étions prêts à passer à l'étape suivante. Maître Dubois élabora un plan pour attirer Julien et Céline dans un piège. Elle me conseilla d'organiser une réunion chez le notaire où aurait lieu la prétendue ouverture du testament. Mon rôle était de jouer le veuf confus et endeuillé, dépendant de ses enfants. Je devais mentionner que j'avais trouvé un ancien testament de ma femme dans lequel tout était légué en faveur de Julien et Céline, et que je voulais maintenant le rendre officiel. L'appât fut mordu. Julien et Céline étaient aux anges quand je leur parlais du rendez-vous. « C'est merveilleux, papa, » dit Julien avec une joie feinte. « Enfin, nous pouvons tout régler proprement. »« Oui, » ajouta Céline, « maman l'aurait voulu ainsi. Elle nous a toujours tant aimés. » Leurs yeux brillaient d'avidité, et ils ne faisaient même plus semblant de montrer du chagrin. Ils se voyaient déjà comme de riches héritiers qui allaient bientôt vivre dans l'opulence. Le rendez-vous chez le notaire fut fixé, et Maître Dubois s'assura que toutes les préparations nécessaires étaient prises. Elle avait déjà informé le procureur au préalable et demandé une enquête sous couverture. Le jour du rendez-vous chez le notaire arriva. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un marteau-piqueur. Je portais un costume que Marguerite m'avait offert des années auparavant, et je sentais sa présence. Le cabinet du notaire Maître Claude Bernard était lumineux et moderne, mais pour moi c'était une salle d'audience où le destin de ma famille allait être scellé. Julien et Céline arrivèrent rayonnants, leur visage déformé par une anticipation à peine dissimulée. « Enfin, tout va être réglé, papa, » dit Julien avec un geste exagéré de compassion. Céline hocha vigoureusement la tête. Il ne savait pas qu'il tombait dans un piège parfaitement préparé. Maître Bernard, un homme âgé et bienveillant, commença la lecture. Je lui avais présenté le faux, ancien, testament que j'avais créé. C'était un document habilement élaboré pour confirmer leur avidité. Il lut les passages qui désignaient Julien et Céline comme héritiers universels, et leurs sourires s'élargirent. Puis, au moment où ils se sentaient le plus en sécurité, Maître Dubois frappa. Elle se leva, sa voix calme et déterminée. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, « il y a cependant un problème avec ce testament. C'est un faux. » Un choc traversa la pièce. Les visages de Julien et Céline se figèrent. Je vis la panique monter dans leurs yeux. Maître Dubois présenta les premières preuves, le véritable dernier testament de Marguerite, un document officiel, authentifié par notaire, qui stipulait clairement que Julien et Céline ne recevraient qu'un petit héritage symbolique, à condition qu'ils s'occupent de moi honorablement jusqu'à ma mort. La majeure partie du patrimoine devait aller à une fondation pour enfants cancéreux qui tenait beaucoup à cœur à Marguerite. Mais ce n'était que le début. Maître Dubois continua, maintenant d'une voix plus tranchante, de plus, nous avons des preuves qui vont bien au-delà d'une tentative de captation d'héritage. Elle présenta les relevés bancaires des comptes offshore, les demandes de crédit falsifiées, les enregistrements de Céline fouillant dans mon bureau, les conversations interceptées sur ma mise sous tutelle et les dettes de jeu de Julien. Le notaire Maître Bernard semblait consterné. Les visages de Julien et Céline étaient devenus livides. Ils essayèrent de se défendre, balbutièrent des excuses, nièrent tout. « C'est un mensonge » hurla Julien.
Tout ça s'est monté de toutes pièces. Tu es sénile, vieil homme. Tu délires. Mais ces mots se perdirent dans le vide. Céline éclata en sanglots qui ressemblaient plus à de la colère qu'à du remords. Puis Maître Dubois s'écarta, et 2 policiers en uniforme entrèrent dans le bureau. Monsieur Julien Moreau et Madame Céline Moreau, dit l'un des agents, vous êtes en état d'arrestation pour soupçon d'escroquerie, faux et usage de faux, abus de confiance et tentative de violence aggravée. Les menottes cliquèrent. Julien et Céline étaient comme paralysés, leur visage incrédule. Papa, s'il te plaît, supplia Julien, mais je ne voyais que l'avidité qui brûlait encore dans ses yeux. Je n'avais plus rien à dire. La trahison avait détruit tous les ponts entre nous. Le procès fut long et public. Les médias s'emparèrent de l'histoire, l'affaire, le vieil homme et la cupidité, devint le symbole des côtés sombres des héritages familiaux. Julien et Céline tentèrent de me faire passer pour sénile et irresponsable, mais les preuves soigneusement rassemblées par Marguerite étaient sans faille. Des conseillers bancaires témoignèrent de la façon dont Julien avait essayé de retirer mon argent. Des experts judiciaires confirmèrent la falsification de ma signature. Les enregistrements audio où il parlait de ma mise sous tutelle jouèrent un rôle décisif. Le juge, une femme sévère mais juste, ne laissa aucun doute sur leur culpabilité. À la fin, Julien fut condamné à une peine de prison de 4 ans ferme pour escroquerie, faux et usage de faux et abus de confiance. Céline reçut une peine avec sursis de 3 ans et une lourde amende pour complicité et tentative de tromperie malicieuse. Ils perdirent non seulement leur réputation et leur liberté, mais aussi toute prétention à notre patrimoine. La maison qu'ils voulaient vendre resta ma propriété. L'argent qu'ils avaient détourné fut remboursé. La Fondation pour enfants cancéreux reçut sa part, conformément à la dernière volonté de Marguerite. J'étais épuisé, mais aussi empli d'une profonde satisfaction. Ce n'était pas la vengeance que j'avais cherchée, mais la certitude que la justice avait triomphé. La période qui suivit le verdict fut une période de guérison et de réorientation. La colère et la douleur cédèrent lentement place à une paix profonde. Je vendis ma grande maison et m'achetai un appartement plus petit dans un quartier tranquille de Marseille. Le déménagement était symbolique de mon nouveau départ. Je fis don d'une partie considérable de mon patrimoine à la fondation de Marguerite et m'y engageai bénévolement. Cela me donnait un sentiment de sens, de continuer l'héritage de Marguerite. Je ne rendis pas visite à Julien en prison. Je n'avais plus rien à dire. Le lien était à jamais rompu. Céline tenta plusieurs fois de prendre contact, demanda pardon. Mais ses excuses sonnaient creux, je ne sentais aucun vrai remords. Mais je ne ressentais plus d'amertume. J'avais appris à pardonner pas pour eux, mais pour moi-même. Je rencontrai de nouveaux amis, passai du temps avec de vieux compagnons et appris à profiter de nouveau de la vie. Parfois, je m'assieds sur mon balcon et regarde par-dessus les toits de Marseille. Le soleil réchauffe mon visage, et je ressens une paix profonde. Je pense à Marguerite, à notre temps ensemble, à tous les sacrifices que nous avions faits pour construire une bonne vie. J'ai appris que la vraie famille ne se compose pas toujours de parents de sang. Ce sont les gens qui nous aiment, nous respectent, nous soutiennent, quoi qu'il arrive. J'ai retrouvé ma dignité et prouvé qu'un vieil homme n'est pas impuissant quand il se bat pour ses droits. La douleur de la trahison de mon fils adoptif siège encore profondément, mais elle ne me définit plus. J'ai survécu, je suis devenu plus fort et plus sage. Et j'ai honoré le dernier héritage de Marguerite. Son amour m'a sauvé, sa clairvoyance m'a montré le chemin. Je vis maintenant ma vie pleinement, avec une conscience claire et un cœur ouvert pour les gens qui le méritent vraiment. La vie est un voyage, plein de hauts et de bas, et parfois nous devons traverser les vallées les plus sombres pour revoir la lumière. Mais cela vaut toujours la peine de se battre pour ce qui est juste, pour la vérité et pour l'amour qui nous a été donné. Car à la fin de la journée, ce qui compte n'est pas combien nous possédons, mais comment nous avons vécu notre vie et quelles traces nous laissons dans le cœur des autres. Si cette histoire vous a profondément touché, si elle a éveillé des émotions intenses et vous a fait réfléchir sur les vraies valeurs de la vie, astérisque, s'il vous plaît, montrez-le avec votre like, astérisque, chaque like est une étreinte virtuelle qui nous motive à continuer de créer des récits qui non seulement divertissent, mais transforment aussi. Et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, vos mots sont le carburant des prochaines grandes histoires à venir. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la case à gauche.